Bienvenue donc à toutes et à tous pour la question qui nous est proposée ce jour. Quel impact de l'IA sur les métiers et les compétences? Alors on ne va pas forcément parler naturellement de toutes les solutions qui existent aujourd'hui. On en évoquera peut-être certaines, mais en tout cas, c'est de voir bien, que cette IA, elle a transformé, elle transforme radicalement les paysages professionnels et les compétences requises dans le monde du travail. Finalement, en automatisant des tâches complexes et répétitives, l'IA redéfinit non seulement les rôles existants, mais elle va en créer également de nouveaux. Et tout ça va exiger une réévaluation des compétences professionnelles. En tout cas, c'est comme cela que la problématique peut être posée. Cette révolution technologique, il est bien question d'une révolution technologique. On verra ensemble s'il s'agit d'une révolution industrielle, d'une nouvelle révolution industrielle. Eh bien, elle doit permettre des changements stratégiques dans les entreprises, dans les institutions. On verra de quelle manière il faut y aller. En conséquence de ces quelques mots d'introduction, comprendre l'impact de l'IA sur les métiers et les compétences, c'est essentiel aujourd'hui pour les décideurs et les professionnels, notamment des ressources humaines, afin d'anticiper les besoins futurs en formation et en développement de carrière. Plusieurs personnes avec moi et autour de moi. Stéphane Berger, directeur du campus technologique Sopra Steria. Bienvenue et ravi de vous accueillir. Jean Moscarola, professeur émérite des universités, fondateur et président d'honneur le Sphinx Développement. Vous connaissez, j'imagine, membre du club également. Et Flavien Vernier à mes côtés, professeur des universités Polytech, Annecy, Chambéry, USMB et l'ISTIC, pour être précis. Et puis, à distance, avec nous, nous allons la retrouver, la directrice des ressources humaines du groupe Mazars et présidente du Lab RH à Paris, Mathilde Lecause. Bonjour Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Vous nous Super. voyez également et on va Oui. pouvoir échanger tout au long de cette matinée. D'abord, un petit mot avec vous, Jean Moscarola. Je le disais, vous avez donc fondateur de cette compagnie Sphinx spécialisée dans le logiciel d'enquête et traitement de données textuelles. L'IA, finalement, c'est pas nouveau, Jean Moscarola. On en fait beaucoup aujourd'hui sur l'IA générative, mais finalement... C'est pas nouveau, mais surtout, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mot valise, on l'utilise comme informatique, comme numérique, comme optimisation, comme automatisation. Donc, il faut éviter d'utiliser ce mot si on veut être précis et si on veut avoir quelque chance d'adresser une réalité concrète. Donc, il y a une quantité de formes d'IA. Celle qui est révolutionnaire, celle qui nous étonne, c'est l'IA générative. Car c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une machine est capable de produire un discours intelligible et cohérent. Ça n'a jamais existé. Et c'est ça la seule révolution, et c'est ça qui nous coupe le souffle, qui nous étonne, et qui provoque un buzz absolument pas maîtrisé. C'est sûr que c'est une révolution. Quel effet cela va avoir? On n'en sait strictement rien. Par contre, des choses se passent. Quelle est la conséquence? Tout de suite, on parle d'une industrie de cette IA générative qui est capable aujourd'hui de traiter des textes, d'avoir des textes de bon niveau. Donc ça veut dire une incidence forcément déjà sur des métiers tels que les rédacteurs, les concepteurs. Pour vous, les conséquences sur l'éducation et le monde professionnel? Sur l'éducation, elles sont extraordinaires. Parce que c'est un autre mode d'apprentissage. Alors que l'académie a le privilège, elle a un monopole de l'apprentissage. Et là, on met en place des bazars, des machines qui font que la machine va réussir au concours administratif. Elle a été formée de la même manière que l'académie forme, mais mieux, parce qu'elle a reçu beaucoup plus de textes. Elle en a intégré beaucoup plus vite. Donc, pour l'éducation, c'est un challenge considérable. Comment vous intégrez-vous, Flavien? Attendez, on a plusieurs micros, cette chance magnifique.
Comment vous intégrez ça au quotidien, vous, professeur, alors vous êtes spécialisé dans les métiers du développement, on va le rappeler. Comment vous intégrez l'IA au quotidien, vous, dans les apprentissages? Donc on l'intègre forcé. Intégration forcée. Intégration forcée. Pourquoi forcée? Forcée parce qu'elle est accessible par tout le monde, notamment par nos étudiants. C'est subi. On nous force. Nous, on l'a subi. Fait pas forcer, Les c'est étudiants subi, nous forcent effectivement. à l'intégrer. Nous, on l'a subi. On l'a subi, mais ça reste un outil qui est magnifique, qu'on n'avait pas vu arriver. Et on l'a subi, mais comme c'est un outil numérique, il faut qu'on s'en empare, c'est ce qu'on fait, et il faut qu'on apprenne à nos étudiants à s'en emparer. Et cette intégration, on l'a fait de cette manière-là, c'est-à-dire que typiquement mes étudiants, je les autorise, je les encourage à l'utiliser, parce que de toute manière, ils vont le faire. Et je leur rappelle aussi que dans cette intelligence artificielle, la réelle partie intelligente, c'est celle qui est derrière l'écran, c'est eux. Et cet apprentissage, il est là. C'est comprendre que c'est un outil qui va les aider à aller plus loin, plus vite, mais qui ne va pas les remplacer, parce qu'il ne va pas prendre de décision. Il va juste répondre à leurs questions. Il va toujours répondre à leurs questions. Donc, c'est une des particularités, je le répète également. Les IA génératives comme ChatGPT, je prends celui-ci parce que le nom parle bien, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Son objectif, c'est de chatter, c'est de parler. Donc, je l'apparente souvent à une personne qui aime bien parler, qui parle beaucoup pour ne rien dire des fois, mais qui parle beaucoup et qui aura toujours une réponse à apporter. Il aura toujours une réponse à apporter, pas forcément correcte, et c'est là où l'intelligence humaine reste la partie intelligente. Oui, mais ce qui veut dire également que, vu qu'on est sur des... Là, vous parlez de ChatGPT en l'occurrence, ça veut dire que si on lui pose des bonnes questions, on a forcément des réponses qualitatives, mais ça veut dire que c'est le niveau de la question qui va abonder et donner une bonne réponse. Tout à fait. À question moyenne, réponse moyenne. Exactement. Apprendre à utiliser ces outils-là, c'est apprendre à leur poser les bonnes questions. C'est apprendre à les utiliser, à converser avec, c'est des chats conversationnels, pour arriver à une explication et une réponse qui soit celle que l'on veut sans biais. Il y en a. On sait que 20% des réponses qui vont être produites, ce sont des hallucinations. Technologiquement parlant, on le connaît, on le maîtrise, on sait les faire ressortir. Ça veut dire qu'il y a 20% du temps où il raconte n'importe quoi. C'était au début. Ça évolue extrêmement vite. Il y a 2 ans que ça existe. Il y avait 20% il y a 2 ans. Maintenant, et ça dépend de la version qu'on utilise. Oui, 3.5 ou 4. Ça dépend du temps, ça dépend des ressources, mais ça fait des progrès très rapides. Par contre, ça reste suspect parce que ça nous arrange assez bien qu'elle fasse 20% d'erreur. Enfin, en tout cas, de le dire 20%, même si c'est plus que 10% aujourd'hui. Oui, mais ça nous rassure. Ça nous arrange de dire 20%. Ça nous rassure. On parlait justement dans l'enseignement de cela. Quand vous arrivez, vous demandez par exemple une programmation ou une aide à la programmation d'un code, par exemple. Si le code n'est pas bon, quel est le réflexe aujourd'hui de l'étudiant et comment vous le formez, comment vous l'amenez à réfléchir différemment et se reposer fondamentalement les questions? Alors, moi, j'ai vécu, je vais revenir un peu en arrière, j'ai vécu l'arrivée de Google. Et l'arrivée de Google, je pense pour mes enseignants, ça a été la même chose que l'arrivée de ChatGPT pour moi, en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que moi, en tant qu'étudiant, quand Google est arrivé, j'allais sur Google, je posais la question, je cherchais le code, il me donnait la première réponse, je faisais un copier-coller, ça ne marchait pas, et j'appelais mon prof en lui disant « ça ne marche pas ». Donc, ils nous ont appris à être un peu plus critiques, à aller chercher plus loin, à confronter l'information. Et mes étudiants font exactement la même chose. Ils posent la question à ChatGPT, ChatGPT leur répond, ils font un copier-coller de la réponse, et ils m'appellent, parce que ça ne marche pas. Donc ça veut dire que vous développez l'esprit critique auprès de vos étudiants. Ça fait partie finalement aujourd'hui du processus éducatif. Oui. Alors ça, vous êtes déjà parti avant. Non, mais j'entends, mais peut-être à un step différent. Oui. Typiquement, dans ces cas-là, le fait de ne pas les interdire, de les inciter à l'utiliser, ils ne vont pas le cacher.
C'est-à-dire que quand ils vont m'appeler, ils vont me dire ça marche pas. Alors, je vais leur regarder, je vais faire oui, d'accord, ça vient d'où? Il me fait c'est ChatGPT. Ok, donc je regarde le code et je lui fais effectivement ça ne peut pas marcher. Je reviens dans un quart d'heure puis tu m'expliques pourquoi. Et est-ce qu'il trouve? Alors ils cherchent au moins, ils trouvent pas forcément, mais au moins ils cherchent. Et derrière, en fonction des différents endroits où ils ont cherché, je peux les accompagner pour leur expliquer, par rapport aux différentes sources qu'ils ont trouvées, le problème qui apparaît. Et ce qui fait que derrière, eh bien, ils auront eu cette information, ils auront appris que l'information existe, qu'ils pouvaient la chercher, qu'ils ne trouvaient pas forcément la réponse, ils sont étudiants, ils ne sont pas experts encore. Mais par contre, ça les amène à trouver la bonne information, à aller chercher l'erreur pour pouvoir la corriger. Mathilde, vous êtes avec nous et vous suivez notre conversation, notamment sur l'enseignement. Comment vous, cette transformation, et comment vous intégrez chez Mazars notamment, eh bien, toutes ces solutions d'IA générative, comment ça se fait? Alors pour revenir sur ce qui a été dit, effectivement, l'IA, c'est pas nouveau. Donc en fait, on avait déjà développé un certain nombre d'outils qui comprenaient des IA. Peut-être qui étaient davantage encapsulés dans des outils, donc les collaborateurs touchaient beaucoup moins du doigt en fait l'IA. Ils avaient un outil, ils l'utilisaient, on leur disait qu'il y avait de l'IA derrière, voilà. C'est sûr qu'avec l'arrivée des IA génératives, voilà, il y a eu beaucoup d'engouement. Moi, je me rejoins, il y a beaucoup de buzz, mais il faut peut-être prendre aussi le temps de se poser la question de la finalité, comment on va l'utiliser, et surtout de la pédagogie en premier lieu, parce qu'en fait, on a eu une première étape de sensibilisation et de pédagogie auprès des collaborateurs, des salariés, pour les sensibiliser au fait que ce n'était pas comme une barre de recherche Google, où en fait on récupérait de l'information qu'on partageait, elle nous échappait, en tous les cas avec ChatGPT. Donc dans un premier temps, il a fallu sécuriser dans notre environnement IT en fait, ces IA génératives afin qu'on puisse effectivement dialoguer avec de l'information publique, mais que justement le partage de l'information que nous, on pouvait émettre pour nous aider dans nos travaux, qui sont des informations confidentielles de nos clients, ne puissent pas être partagées. Donc il y a un vrai sujet d'éducation, et ça, c'était pas évident pour tout le monde, pris par l'engouement. Donc ça, c'est la première chose. Donc on l'a pas autorisé tout de suite, le temps de développer voilà, nos propres pare-feux, nos propres sécurités pour pouvoir les intégrer ensuite au sein de notre environnement. Donc, on a développé une IA générative qui va permettre de venir accompagner nos outils, donc comme ça a été évoqué, qui ressemble à un chatbot, mais qui va pouvoir vraiment fournir des analyses beaucoup plus complètes. Et puis aussi, on est en train d'équiper nos collaborateurs de licences copilote, puisque nous, on travaille dans un environnement Microsoft, afin que chacun puisse avoir quelque part son assistante personnelle dans sa production quotidienne pour améliorer sa productivité. Pour autant, nous, on a la chance d'être quand même sur un public plutôt très volontaire. Donc, en fait, on a plutôt, en ce moment, on calme les ardeurs parce qu'en fait, apprendre, par exemple, à utiliser les IA génératives, nous, on a des collaborateurs qui n'ont pas appris ça à l'école parce que ça n'existait pas encore. Donc, écrire un prompt, être capable de prendre du recul sur l'information, identifier les biais aussi qu'on peut trouver dans l'information. Donc, vraiment développer cet esprit critique. Et ce qui est intéressant, ce qui était une vraie compétence qu'on recherchait déjà, mais qui est encore plus maximisée quelque part dans les compétences attendues de nos collaborateurs, parce qu'on sait que justement, ils vont manipuler encore plus d'informations ou de l'information pré-traitée en fait par l'IA générative. Et il faut être capable de pouvoir porter un esprit critique. Donc, en termes de conduite du changement, en fait, pour le moment, avant de déployer à tout le monde, on sait que même si ça semble assez ergonomique et simple d'utilisation, pour autant, avoir la bonne démarche, ça s'apprend. Ensuite, il faut identifier les cas d'usage, et même si tout le monde, on se dit, ah oui, ça va faire gagner en productivité, tout le monde n'arrive pas toujours immédiatement à identifier les cas d'usage pour lesquels il va appliquer l'IA générative. Et on sait qu'en termes d'accompagnement, ça va nécessiter beaucoup d'accompagnement terrain, parce qu'il ne suffit pas d'une formation digitale, d'une demi-journée. En fait, on est vraiment dans désapprendre des usages métiers pour en créer de nouveaux avec l'IA générative. Et donc, on a décidé, nous, d'avoir une approche
plutôt dans un premier temps expérimental, c'est-à-dire qu'on a sélectionné des champions qui avaient une forte appétence, déjà beaucoup de compétences digitales, qui sont équipés de licences copilotes, par exemple, et qui vont travailler déjà sur le partage de prompts, des cas d'usage pertinents qui permettent vraiment de gagner en productivité au quotidien, pour pouvoir vraiment définir des cas d'usage par métier afin de diffuser ensuite plus facilement lors de l'ouverture et on va dire, du partage de licences pour l'intégralité, afin qu'ils aient déjà des méthodos, des cas d'usage identifiés pour justement pratiquer et mesurer cette productivité gagnée. Donc Est-ce ça, c'est que la manière dont on souhaite déployer et peut-être Mathilde, juste pour... Oui. est-ce que vous déploierez auprès de tout le monde ce type d'IA générative? Là, vous parlez de l'assistant personnel copilote qui est développé donc sur Excel, PowerPoint, enfin sur toute la suite, mais Ouais. également sur Teams, avec de la transcription, de la traduction en temps réel. Mm. Est-ce que ça, vous allez le déployer au réseau en intégralité, ou est-ce que ça restera pour certains métiers? Parce que ça a aussi, et il faut quand même être très en phase là-dessus, un coût important pour les Oui. entreprises. Oui, complètement. Oui, à terme, alors tous les métiers, on va dire peut-être 90% des métiers, je ne prends pas les métiers terrain, on a bien sûr des office managers, des équipes de l'environnement de travail, etc., qui n'ont pas ce type de tâches en fait au quotidien. Et c'est là où on vient surtout disrupter les métiers, pardon, mais col blanc, on appelait historiquement, c'est-à-dire en tous les cas, nous dans la prestation prestation de service, prestations intellectuelles, la plupart de nos métiers sont concernés, puisque que ce soit des experts comptables, des auditeurs, des consultants, mais même en RH, en marketing, en finance, dès lors qu'on doit faire de l'analyse, rédiger, créer des choses, bien évidemment, toutes ces tâches-là vont être impactées par l'IA. Donc, pour nous, quasiment l'intégralité des métiers dans notre industrie va être concernée. Mais effectivement, c'est un coût. C'est pour ça que ça nous paraît aujourd'hui peut-être un peu précipité d'équiper tout le monde, alors qu'en fait, on sait que il va y avoir vraiment de la conduite du changement à mener et cet apprentissage, il va se faire petit à petit. Même pour les plus volontaires, on a le réflexe de produire comme on a toujours produit et donc désapprendre encore une fois des gestes métiers pour se dire je vais apprendre des nouveaux gestes quelque part avec cette IA comme vraiment un appui. Ça s'apprend pas même en quelques mois. Je pense que c'est un apprentissage assez long et c'est pour ça qu'on ne veut pas déployer tout de suite parce que là on sait que ce serait peut-être un certain coût avec un ROI pas immédiat et qu'on préfère avancer par expérimentation pour ensuite déployer. Ça, c'est pour les licences copilotes. Pour autant, les IA génératives qu'on a développées dans nos outils métiers, donc qui sont par exemple les outils qu'on développe pour l'expertise comptable ou Ouais. l'audit, ça va être ouvert à tout le monde, mais on est moins dans l'ordre. En fait, on a des usages déjà très clairs, identifiés. Ils savent dans quel cas d'usage utiliser cet outil, alors que copilote, ça renvoie davantage à son utilisation individuelle quand on va faire du PowerPoint, du Excel. Voilà, donc là, j'appelle ça vraiment, pour moi, il y a deux niveaux d'utilisation de l'IA générative. Il y a les usages métiers, des outils métiers, mais il y a tous les outils bureautiques, en fait. La productivité aussi qu'on va gagner dans son usage des outils bureautiques. Est-ce que ça vous fait revoir intégralement votre copie RH? C'est-à-dire, est-ce que ça vous fait revoir complètement votre feuille de route que vous aviez posée, peut-être pour les 2-3 prochaines années, en intégrant justement cette phase de désapprentissage et cette phase, là encore, d'intégration à ces nouveaux outils? Alors, pas toute la copie, certaines oui, ça re-questionne sur les nouvelles compétences à acquérir, à avoir au sein de son organisation ou à former. Donc, à la fois comment on appelle ça hybrider un peu nos collaborateurs dans leurs compétences, leur permettre via la formation, mais aussi dans le recrutement, puisque ça va générer aussi la création, on sait, de nouveaux métiers. Et des nouveaux métiers pour nos collaborateurs. Auditer demain les prompts des IA génératives qui seront utilisés par nos clients eux-mêmes pour faire leur mission, ce sera par exemple des nouvelles choses. Pour autant, à titre très personnel, mais c'est aussi le point de vue de l'entreprise, notamment sur les sujets de pyramide, de recrutement, de volume, c'est un gros sujet. C'est que va-t-on faire de cette productivité fondamentalement? Il y a plusieurs cas d'usage aussi. Nous, on croit beaucoup à la productivité rendue aux salariés. On sait que dans nos professions, l'équilibre de vie
On sait que c'est des métiers qui nécessitent beaucoup d'engagement et donc on se dit, bah, si cette productivité peut faire gagner du temps pour que nos collaborateurs aient un meilleur équilibre de vie, parce qu'on le sait, voilà, c'est un sujet, même si on y travaille aujourd'hui beaucoup par ailleurs par des dispositifs RH, le sujet, c'était vraiment de leur apporter des outils qui vont leur permettre d'optimiser leur temps de production. Et puis aussi, on a des nouveaux sujets, hein, vous êtes beaucoup être concernés par l'arrivée de la CSRD. Donc, en fait, on sait qu'on va avoir des nouvelles tâches à faire à nos collaborateurs. Donc, nous, en fait, ça ne va pas provoquer une baisse du recrutement, parce que, très clairement, parce qu'en fait, ça va nous permettre juste peut-être de mieux monitorer les hausses de recrutement qu'on aurait dû faire compte tenu des nouvelles missions et des nouvelles tâches, nouvelles poches de développement que Mazars a à faire face. Donc, en tous les cas, sur la pyramide, les volumes de recrutement, pas tant que ça, mais sur la nature des compétences qu'on va devoir avoir, oui. Et puis aussi, certainement, sur nos manières d'évaluer la performance et le travail, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on évalue? La valeur produite, mais la valeur produite, elle est produite par qui? Par un humain. Oui, mais avec l'aide de l'IA, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui de ah bah du coup, est-ce que c'est le collaborateur qui produit réellement? Moi, je reste quand même partisane que ça reste un outil aux collaborateurs, c'est-à-dire qu'on peut très mal l'utiliser comme très bien l'utiliser. Donc la création de valeur quand même dépendra de l'utilisateur de cette IA générative. C'est juste qu'on va devoir appréhender d'autres manières d'évaluer cette performance, de comment justement on capte des nouvelles compétences, parce que ce ne sera pas tant évaluer, par exemple, je dis n'importe quoi, sa capacité à écrire des mémos ou des synthèses pour des clients synthétiques, parce qu'on se dit, bah, en fait, c'est pas forcément lui qui a tout écrit ou elle qui a tout écrit, mais justement, c'est comment, au sein de cette tâche-là, on va être capable d'évaluer la capacité à bien prompter, à prendre le bon recul, etc. Mais voilà, ça, pour moi, ça reste des ajustements. Quand Excel est arrivé, dans nos métiers, ça a été un bouleversement. Quand Internet est arrivé, ça a été aussi déjà des bouleversements dans notre profession. Bien sûr, on s'adapte, mais ce n'est pas la seule compétence d'ailleurs. On parle beaucoup de l'IA, mais nous, on a beaucoup d'enjeux sur la sustainability, les compétences environnementales, sociales, qui sont aussi des nouvelles compétences. Et d'ailleurs, ça a l'air juste un point, c'est comment trouver le bon équilibre entre moi je pense qu'on doit soutenir cette évolution technologique, mais on a aussi des enjeux sociaux, environnementaux, et en fait, il faut savoir aussi œuvrer, manœuvrer pour qu'en fait, on avance bien, qu'on fasse converger en tous les cas ces trois dimensions qui sont des véritables enjeux aujourd'hui. Ce qu'on voyait tout à l'heure, notamment avec ce travail effectué par Parker préalablement sur comment refroidir avec le liquide ces grands calculateurs, voilà une dimension aussi qu'il faudra intégrer dans l'utilisation de l'IA. Vous parlez un instant de la valeur. J'aimerais me tourner vers Stéphane Berger. Vous êtes notamment, vous gérez le campus technologique sur le site d'Annecy pour Sopra, qui est le berceau historique de Sopra Steria. Ce site, qui vise à encourager la transversalité entre les différents métiers du groupe, notamment l'informatique interne, le conseil, l'ingénierie, les unités de recherche et le développement, avec tout cela en corrélation avec les acteurs du territoire. L'intelligence artificielle, forcément, sur ce campus technologique, joue un rôle essentiel. On le disait à l'instant, chez Mazars, on a gagné un peu de temps. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Vous, clairement, ce temps, il a été gagné par vos développeurs et vous n'aviez, si je puis me permettre, ce qu'on a un peu échangé sur le sujet ensemble, pas tellement le choix que de mettre en place ces IA génératives dans vos métiers. Oui, tout à fait. Pour nous, effectivement, on fait de l'IA depuis une vingtaine d'années. L'IA générative, aujourd'hui, est en train de bouleverser les métiers. Et pour s'en assurer, on l'a appliqué à nos métiers de production, d'ingénierie, de code, sur lequel aujourd'hui on est challengé sur la productivité. Produire du code à moindre coût et en produire de plus en plus. L'IA générative à ce niveau-là est une véritable révolution. On l'a testé avec nos développeurs. Au niveau du code, au niveau de la conception, au niveau de la maintenance, on a atteint très rapidement des niveaux de productivité de l'ordre de 40%. 40% sur notre métier, c'est un critère fondamental de compétitivité. C'est venu par les jeunes et ça se déploie extrêmement vite. C'est un enjeu compétitif aujourd'hui chez nos clients. Produire le même code avec 40% de temps en moins, c'est un avantage compétitif. Mais cet avantage compétitif, on constate
qui n'a lieu que là, les quelques mois sur lesquels on est en train de parler. Ça devient une normalité. Nos clients, vous, l'avez très bien et très vite compris. Un code qui va être produit à 200 jours, si on peut le produire à 100 jours, tout le monde comprend que c'est possible aujourd'hui et que la norme maintenant, c'est 100 jours, c'est plus 200 jours. Donc pour nous, c'est même plus un enjeu, est-ce qu'il faut y aller ou pas, c'est il faut le déployer à une échelle industrielle. Les gains sont là, à tous les slots, on va dire, de la conception du logiciel, de la maintenance du logiciel, de la fabrication. Même en termes de design, en termes de production, les gains sont fondamentaux et sont massifs, mais le marché va tellement vite que ça devient une normalité aujourd'hui. Donc si vous n'entrez pas dans ce monde-là, très rapidement, vous serez dépassé par un standard. Il a fallu des années pour que des codes soient, pour des sujets de confidentialité, soient amenés plutôt dans des territoires comme l'Inde. On le sait, ça a pris plutôt 3-4 ans avant que ça soit déployé. Là, en 3-4 mois, vous êtes obligé de le faire, sinon vous n'êtes plus clairement dans les règles de compétitivité dans lesquelles vous êtes. Et clairement, votre entreprise, enfin en tout cas l'entreprise à laquelle vous appartenez, serait en perte complète de compétitivité et finalement la valeur ajoutée qui est la vôtre aujourd'hui viendrait à plonger, clairement. Oui, et donc on prend souvent la comparaison avec l'Inde et l'industrialisation. On fait fabriquer des logiciels en Inde. Ça a mis 10-15 ans. Ouais. L'IA générative, ça prend une année ou deux pour finalement des effets d'échelle qui sont encore plus importants. Et après, on se pose la question, mais est-ce que ça détruit des emplois ? Chez nous, non, ça ne détruit pas des emplois. Ça permet d'avoir plus de business, de faire plus avec une meilleure qualité, une meilleure sécurité. Donc il n'y a pas de dégradation de la valeur. Non, s'il y a un déplacement de la valeur, comme on disait tout à l'heure, un bon développeur restera un bon développeur avec de l'IA, un mauvais développeur restera un mauvais développeur avec de l'IA. Par contre, la capacité de développement, la sophistication, n'a beaucoup moins de limites. Et donc, on peut finalement faire beaucoup plus avec la même chose et donc acquérir de nouveaux marchés et surtout rester compétitif. Ça va extrêmement vite à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une transformation, et on va y venir là sur cet autre thème, transformation et développement de nouvelles compétences. C'est-à-dire que dans vos modèles de recrutement, vous allez faire différemment ? Ça reste un outil. Derrière, l'intelligence du développeur, la manière de l'évaluer change. On ne va pas reconnaître un bon développeur dans celui qui va être capable de pondre le bon algorithme, mais dans la manière dont il va demander à ChatGPT ou à Copilot de définir les bonnes questions pour fournir le bon code. Donc l'intelligence est évaluée d'une manière différente, mais le degré de sophistication et de compétence restera une évaluation standard. Une évaluation standard. Je vois Mathilde Lecause qui acquiesce. Est-ce que vous comprenez, je n'ai pas encore posé la question à Jean-Yves Flavien, mais est-ce que vous comprenez cette crainte aujourd'hui, cette espèce de chape de plomb qui pèse au-dessus de la tête de tout le monde, qui dit qu'on va forcément perdre des emplois, que si on ne se met pas à niveau, notre place dans l'entreprise ne sera plus forcément celle qu'elle était aujourd'hui, voire même plus du tout dedans. Est-ce que vous comprenez ces craintes et est-ce qu'elles sont exprimées, par exemple, chez Mazars ? Alors, chez Mazars, on a la chance qu'elle soit peu exprimée. Non, alors, je ne mets pas ça du tout sur l'âge, parce qu'on peut être jeune et pas du tout moderne et numérique et avoir de l'expérience et être justement très agile. Il se trouve que, voilà, nous non plus, c'est pas nouveau. L'utilisation d'outils au quotidien, c'était déjà des choses que nos collaborateurs faisaient. C'est quelque chose qu'on recherche. Donc, en fait, globalement, on a une appétence naturelle à utiliser tous les jours des outils qui vont permettre d'aller plus vite. Donc, pas chez Mazars, on a cette chance-là. Par contre, au sein du lab RH, dont vous êtes la présidente, ce groupe sur Paris, par contre, là, j'imagine que les avis diffèrent un peu, puisque les entreprises n'ont pas forcément ni la même taille, ni les mêmes secteurs d'activité. Oui, et puis, alors oui, forcément, il y a une crainte quand je ne peux pas discuter avec mes homologues, et notamment, c'est des interventions qu'on fait beaucoup au sein du lab RH, pour plusieurs raisons. C'est déjà la fracture numérique telle avant l'arrivée de l'IA générative existait déjà. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui ont des difficultés
difficulté des outils. C'est un nouvel outil, il est quand même assez complexe. C'est pas, voilà, on l'a dit, ça nécessite quand même, voilà, de comprendre comment ça fonctionne, du recul, etc. Donc, il y a des gens qui ont déjà des difficultés. Je pense que ça questionne aussi la finalité de la mission de l'entreprise, c'est-à-dire, encore une fois, le dirigeant ou la dirigeante, que va-t-elle faire de cette productivité? On le sait, et c'est un risque, certaines organisations s'appuient tellement sur les IA génératives qu'elles recrutent moins de personnes pour faire faire à la machine à la place. Je pense que c'est pas voilà, peut-être une position responsable, mais pour autant, c'est une crainte, c'est-à-dire que il faut se poser la question de que va-t-on faire de cette productivité-là? Qu'est-ce qu'elle vient servir? Si elle vient servir uniquement de la performance financière ou justement une autre performance qui est à la fois financière, sociale et environnementale. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet de gouvernance en fait. Oui, Et puis donc sur les oui, il y a des considérations collaborateurs éthiques. qui savent qu'ils vont perdre leur emploi, surtout quand on dit ah mais oui, il y a des emplois qui vont disparaître, mais d'autres vont être créés. Mais c'est pas ceux qui vont les perdre qui vont être naturellement les candidats pour les jobs qui vont être créés. Donc forcément, il y a de la crainte parce que il va falloir accompagner toute une partie de la population française, dans le monde, justement, à acquérir ces nouvelles compétences à tout âge, si on veut justement ne pas agrandir cette fracture qui fait qu'il y aura des gagnants et il y aura des perdants dans cette nouvelle évolution. Stéphane Berger, je vous voyais. Oui, c'est extrêmement important. Au niveau de notre direction générale, ce sujet, il est pris de manière extrêmement sérieuse. C'est le sujet de transformation majeur des années à venir. Et la direction générale a insufflé un programme global, mondial, pour tous les employés, à n'importe quel étage, pour être sensibilisés à l'IA. Tous les métiers vont se transformer. Des métiers vont être durement transformés, des métiers moyennement, mais l'immobilisme, c'est ce qui peut tuer l'entreprise. C'est l'effet Kodak. Hein. Ne rien faire, ça va mourir. Ou l'effet Nokia. Ou l'effet Nokia, effectivement. Donc c'est vraiment la volonté d'embrasser ce mouvement dont on sait qu'il est transformant, on ne sait pas où il va aller. On est incapable de dire dans 10 ans ce que ça sera, comme on est incapable de dire il y a 10 ans ce qu'on ferait avec un iPhone. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment d'embrasser ce mouvement, de l'anticiper un maximum et d'accompagner. Et je pense qu'il y aura plus d'emplois créés que de détruits, mais il faut être dans un mouvement de transformation. Si on est dans l'immobilisme, on a un risque fort de rester sur le pas de la porte. Oui, puis là on parle d'IA générative, qui est la strate médium, enfin les IA fortes, ce qu'on appelle. On parlait tout à l'heure de ce qui existe depuis des années, des IA faibles. Et puis, il y a également un troisième step qui s'appelle les IA super intelligentes, qui elles se nourrissent et qui sont en développement, dont on ne connaît pas encore la portée. Donc, ça veut dire rater le step finalement de l'IA forte, l'IA générative, c'est peut-être aussi se mettre en danger vis-à-vis des prochaines IA qui pourraient potentiellement arriver. Jean-Paul Carlin, on parle de ces transformations profondes des métiers. Oui, je voudrais à nouveau rappeler des questions de définition. Les IA génératives produisent des langues, dont la langue informatique, mais également nos langages naturels. Oui. Et il y a une différence considérable entre le langage informatique et la langue naturelle. Le langage informatique se vérifie par le run. Quand on lance le programme, ça marche ou ça ne marche pas. Le langage naturel ne se vérifie pas. Il se dit, il se diffuse. Il n'y a pas de fake news dans un programme. Ça n'existe pas, les fake programs. C'est un bug. Donc, c'est infiniment plus simple. Et ce n'est pas étonnant que ça fonctionne parfaitement dans ce cas-là. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un langage naturel, il s'agit d'un discours, d'énoncés, d'idées. Il faut bien savoir que les IA ne produisent que du vraisemblable. Ce sont des perroquets statistiques. Que du vraisemblable et que de l'existant. Elle ne connaît que sur quoi elle a été documentée. Et à partir de là, elle produit un énoncé mot à mot. Et le mot qui vient après le précédent est en partie choisi au hasard. Ce qui est extraordinaire, c'est que le résultat soit vraisemblable. Et l'intelligence n'est pas dans
ce système qui est totalement opaque, obscur, stupide, on ne peut pas le remonter, on ne peut pas le comprendre. L'intelligence est uniquement chez l'utilisateur qui s'empare du discours écrit d'une manière stupide s'il le copie, au risque de se faire voler, et d'une manière fort intelligente s'il s'en sert d'une manière discrétionnaire, c'est-à-dire avec jugement, d'une part, et d'autre part, de manière ajoutée par ce que l'IA n'a pas, c'est l'expérience. L'IA n'a ni conscience, ni sens, ni conscience d'être là ou ailleurs. Et lorsque l'auteur écrit, il a deux responsabilités. L'une qui consiste à ne pas relayer le faux, mais il a aussi la responsabilité à embrayer sur l'expérience que la langue produit chez celui qui reçoit le discours. Et ceci met en fait l'enjeu sur l'intelligence des personnes. Il n'y a que les personnes qui soient intelligentes. Tout le reste ne sont que des outils plus ou moins efficaces, mais sans aucune intelligence. L'IA ne l'est pas, elle n'est pas intelligente. Mais elle est quand même capable de détecter des mammographies sur des millions d'exemplaires qu'un médecin ne verra jamais. Mais tout simplement, ce n'est pas de l'intelligence. C'est qu'elle a la capacité de mobiliser une quantité d'informations infiniment plus grande que par exemple... Ça rend un médecin intelligent. Oui, non, mais pour moi, l'intelligence, ce n'est pas celle-là. Ça sauve des vies, ça peut sauver des millions de vies. Cette intelligence est l'intelligence encyclopédique, c'est celle du savant, celui qui répète ou qui reconnaît des faits. Il y a une autre intelligence, qui est celle du créateur, celle de l'inventeur, celui qui est capable de mobiliser aussi, ce qui est une autre dimension. Bien sûr. Et tout ceci est dans le discours, tout ceci est dans le texte. Et la couche apportée par ces outils, elle n'est que sur ce qui est vraisemblable. Peut-être faux, certainement pas mobilisateur, donc il faut forcément la couche d'au-dessus. D'où le besoin de l'utilisateur de l'intelligent. D'où la transformation de certains métiers, je pense notamment à l'enseignement, on en parlera dans quelques instants, la transformation également des métiers du journalisme, de la conception, de la rédaction, avec peut-être autre chose qu'il faudrait rajouter, qui est ce qui est fait de moins en moins dans ce métier qui a été le mien pendant des années, qui est la vérification des faits. Et forcément, ça en appelle là encore à une forme d'intelligence, de responsabilité de la personne qui va utiliser l'IA générative. Et c'est là où, dans l'enseignement, je me retourne vers quelqu'un qui a connu ça et qui le connaît encore par des recherches qui sont effectuées, et puis vous et Flavien, comment peut-on aujourd'hui enseigner en prenant en compte cette IA générative, et au-delà de ça, comment sur un master, d'autres sujets, comment effectuer une notation en sachant que la personne a utilisé un chatbot pour la agir. Quel va être le niveau de notation? On parlait tout à l'heure avec Mathilde, on va peut-être revoir les grilles d'évaluation d'entreprise, ça nous amènera à d'autres réflexions. Comment va-t-on faire demain dans l'enseignement pour se dire, ce document est extrêmement pertinent, il a été vérifié, documenté, certes avec de l'IA. Comment on va faire ça? C'est un challenge pour vous? Alors, oui, et bonne chance. Merci. Alors, dans la première réaction, notamment que moi j'ai eue, qui commence à être partagée par certains collègues, c'est qu'on ne prend plus les rendus. Les rendus, on sait qu'ils ont été générés pour 90% par une IA générative et qu'ils ne reflètent plus ce que l'étudiant a fait ou sait faire, parce qu'on en est dans une phase où les étudiants font du copier-coller encore. Par contre, on va évaluer plutôt leur capacité à expliquer ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est dans ces changements, dans ces approches par compétences où on va essayer de comprendre la manière de penser de l'étudiant, ce qui va nous expliquer comment il a mis en place son système. C'est-à-dire que sur certaines évaluations, notamment sur machine, mes étudiants, moi, je les vois un par un sur chacun de leurs exercices, où ils m'expliquent ce qu'ils ont fait. Et je ne reprends pas l'exercice, parce que c'est un exercice de programmation, je suis dans l'informatique, il y a plein d'outils pour le générer automatiquement, et on voit immédiatement un étudiant qui a compris
et qui n'a pas compris. Et ils sont au courant dès le départ. Hein. C'est-à-dire que je leur dis, je vais évaluer votre capacité de m'expliquer ce que vous avez fait. Et ça a un double effet. Le fait de les évaluer les uns après les autres, sur du travail identique pour chaque groupe, certains vont se faire évaluer tout de suite. Ils ont déjà la compétence, ils ont eu une formation informatique. Et je leur dis, voilà, c'est bien, tu as le niveau minimum requis, tu peux aller plus loin sur telle et telle partie, tu peux approfondir ta connaissance dessus. Et derrière, assez naturellement, ils vont aller aider les autres. Les autres qui ont des problèmes vont aller voir ceux qui ont réussi, parce qu'au moins, ils identifient ceux qui se sont fait évaluer, qui ont réussi, et ils se posent des questions entre eux. Mais ils savent très bien qu'en leur posant les questions, je ne vais pas évaluer ce qu'ils me rendent, mais je vais leur évaluer leur capacité à m'expliquer ce qu'ils ont compris. Donc, ce qui fait qu'ils sont obligés de comprendre pour pouvoir m'expliquer. C'est une transformation de C'est une transformation. d'évaluation. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai des critères qui sont connus par les étudiants dès le départ. Vous devez savoir faire ceci et me l'expliquer, faire ceci et me l'expliquer. Des critères qui ont un niveau de plus en plus complexe, ce qui me permettra au final d'avoir une note en leur disant ça, c'est le minimum requis. Et puis, donc, si tu as le minimum requis, je te mets 10, parce qu'on est encore sur un mécanisme de notation à note, donc il faut que je mette une note. Et puis, tu peux aller plus loin, aller jusqu'à 15, 20, si tu arrives à avoir toutes ces compétences. Et à la fin, un étudiant qui n'a pas le minimum requis, quand il passe, je lui dis, tu as évalué ça, 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 il manque ça, donc je ne peux pas te mettre la moyenne. Et l'étudiant va me dire oui, il va pas négocier. Il a les faits devant lui. Par contre, il va venir me voir après, puis c'est plus un mécanisme de rattrapage. Il me dit, j'ai retravaillé ça, je vais aller plus loin, j'ai travaillé dans mes heures personnelles pour compléter mes compétences, pour pouvoir valider mon module, parce que je n'avais pas travaillé assez avant, donc je veux aller plus loin. Jean, vous auriez fait pareil? Vous auriez réévalué votre manière de... Oui, c'est le micro. C'est de la vieille pédagogie que tu décris, adaptée à de nouveaux outils. C'est de la maïeutique, c'est du dialogue. Alors je dirais simplement, en plus, c'est du dialogue singulier. Évidemment, j'aurais fait la même chose. Par contre, ce que je voudrais dire, mon expérience actuellement, je coach beaucoup de chercheurs, des gens qui font des thèses. Et l'IA générative est extrêmement puissante pour tout ce qui relève de la révision bibliographique, la revue de littérature, être au courant de ce qui se fait. Déjà, Google a amené des choses considérables, mais ChatGPT va beaucoup plus loin, parce qu'en plus, il est sélectif, et en plus, on peut lui demander de lire les papiers. Si bien que, on peut gagner un temps considérable dans cette phase qui consiste simplement à répéter ce que les autres ont dit avant. Alors, en théorie, pour pas faire quelque chose de nouveau. Et là, en termes de productivité, ce gain-là devrait se reporter sur autre chose, et non pas sur la conformité à l'académie, à ce qui a déjà été écrit, mais sur l'observation du monde, ce que les IA ne connaissent pas. Et là, le job du chercheur, il est ici, c'est de produire des données sur le monde par les moyens qui sont les siens et qui sont totalement ignorés par les IA. Et ceci devient extrêmement important, car si ce n'est pas fait, au bout d'un certain temps, on va avoir ce que la théorie de l'effondrement énonce, qui va se produire, c'est que les écrits vont être de plus en plus le reflet de ce que les IA ont appris en apprenant, et leur propos va devenir de plus en plus banal, de plus en plus stérile. Le système va s'effondrer. Ça va simplement amplifier l'effet de l'académisme. Déjà, ceci est à l'œuvre dans les procédures classiques de la recherche. C'est l'académisme, qui consiste à uniquement se conformer et répéter ce qui existe, quitte à perdre un peu de temps pour aller avoir le courage et la difficulté d'aller chercher la radicalité nouvelle. Et donc, il devrait y avoir un transfert. Ce qu'on gagne dans la partie bibliographique, il faut le reporter sur la partie observation. Observation, Stéphane. Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on constate avec nos ingénieurs. En fait, ces nouvelles technologies d'IA, ça permet de sortir les gens de leur zone de confort. Parce que finalement, un bon développeur, il développe, c'est sa zone de confort. Un bon rédacteur, il rédige, c'est sa zone de confort. Et finalement, ces outils-là
vont leur permettre de sortir de ça et de voir en quoi ces gens-là, ces acteurs-là, peuvent sortir de leur zone de confort et développer d'autres compétences. Et c'est un challenge extrêmement intéressant à voir pour pousser finalement les gens vers le haut à ce niveau-là. C'est devenu désormais ces IA le sparring partner pour ceux qui l'utilisent et également qui nous fait grimper de plusieurs steps. Combien de personnes dans la salle ont déjà utilisé, par exemple, de l'IA générative? Ce serait intéressant, levez la main. Tout le monde, quasiment tout le monde? Ah non, pas tout le monde. Très bien. Au quotidien? Au quotidien ou de temps à autre? Qui l'utilise au quotidien? Ok. Ouais. Bon. Eh bien, ça va aller vite dans votre quotidien. On peut vous le dire déjà. Oui, ça en dit long. J'aimerais aborder encore 2 thèmes avant d'ouvrir un petit peu aux questions-réponses dans la salle. Un thème tout d'abord avec vous, Stéphane, et puis après un autre thème avec Mathilde. Faut-il y aller? Alors vous nous l'avez dit, vous êtes dans vos métiers sur une partie complètement désormais du déploiement industriel quasiment. Pour les entreprises qui ont encore aujourd'hui des doutes, faut-il y aller, faut-il ne pas y aller? Est-ce qu'il faut se laisser un temps nécessaire avant d'y aller? Peut-être Flavien aussi, vous aurez peut-être une remarque sur le sujet, mais est-ce que c'est oui tout de suite ou ça dépend déjà d'une strate d'entreprise qui a des process bien définis et sur lequel on peut appuyer l'IA? Quelle est votre vue là-dessus? Je reviens là-dessus, je pense qu'il faut y aller, il faut se sensibiliser, il faut étudier l'IA. Il ne s'agit pas de généraliser l'IA à tous les compartiments, à tous les métiers, mais il faut que chaque métier, chaque compartiment soit sensibilisé à l'IA, ait un rapport avec l'IA, analyse l'IA et commence à voir les bénéfices, les inconvénients, mais ne ferme pas la porte en se disant on a le temps, non c'est pas pour nous, c'est trop dangereux, c'est trop ci, c'est trop ça. Il y a vraiment un devoir d'y aller et en y allant, on règle la manière dont on va plonger dans des processus métiers ou des processus de productivité ou des processus clients. Mais le devoir, c'est vraiment d'y aller. La vraie différence aujourd'hui, c'est la vitesse. C'est la vitesse. On n'a plus le temps d'attendre. Okay. Là-dessus, de la même manière? Oui, mais... Oui, mais. Oui, mais. Ça dépend énormément du domaine d'activité de l'entreprise. Une entreprise qui est dans le développement, dans la high-tech, elle n'a pas le choix. Si elle n'a pas déjà mis les pieds dedans, elle est en retard par rapport à toutes les autres. Sur des entreprises plus manufacturières, il y a plus le temps. Mais il y a surtout, ce que je pense, c'est une manière d'y aller. L'évolution de l'IA et de l'informatique est très, très rapide. Et ce n'est pas du tout le mode de fonctionnement des entreprises. Moi, quand j'ai fait quelques stages en entreprise, travaillé en entreprise, c'est la chose qui m'a le plus perturbé. Cette volonté, en tant que jeune étudiant dynamique, je produisais, je voulais que ça soit mis en production. Et puis là, on me disait, non, il faut qu'on teste, il faut qu'on vérifie, Et puis ça prenait du temps. Et en fait, ce temps est nécessaire aux entreprises. Et je pense que si ce n'est pas une obligation par rapport au marché, il faut absolument faire une veille, regarder où ça peut être appliqué. Je pense que dans l'expérience qu'on a eue tout à l'heure, qui a été présentée en début, par Mathilde, par Mathilde, c'est la bonne démarche. Voir où... J'ouvre à 10% des effectifs, je où teste. ça peut être utilisé. Et dans quel genre un mot? Oui. Je pense que dans l'entreprise, quand on généralise quelque chose, on le fait globalement, volontairement, selon une stratégie. Mais pour ça, il faut savoir quoi. Or, actuellement, la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas exactement on sait ce que c'est techniquement, mais on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Donc, la grande obligation, c'est d'expérimenter. Et non pas que tout le monde y aille. Parce que tout le monde va où? Pour faire quoi? On n'en sait pas grand-chose, à part par exemple, pour les codeurs, c'est évident, on peut y aller. Mais en dehors de ça, c'est très important d'expérimenter. Alors, d'une part. D'autre part, je voudrais dire quelque chose pour l'université. Je pense que les IA touchent d'abord les individus, enfin les IA de type générative, à la différence des systèmes d'information, des systèmes d'optimisation, qui sont des enjeux de productivité pour globalement l'entreprise. L'IA augmente les individus, augmente leurs capacités. Et l'enjeu pour l'université, c'est qu'elle soit capable dans sa mission de formation, qu'elle soit capable de donner l'occasion
aux étudiants d'expérimenter cela. Comment je peux m'augmenter en utilisant tel ou tel outil? Et ça implique de transformer très profondément non seulement les méthodes pédagogiques, mais beaucoup plus profondément ce qu'on met sur l'intégrité académique. Je suis en train d'écrire un papier sur les 2 IA, l'intelligence artificielle et l'intégrité académique. Eh bien, c'est très, très, très antinomique. Alors, c'est antinomique comme l'individu et l'organisation. Mais il faut voir aussi que l'intégrité académique, elle n'est pas loin de l'académisme. Et l'académisme est quelque chose de menaçant du côté sombre de la force. Vous avez quelques copies doubles au-dessous de vos sièges et vous avez 2 heures pour y réfléchir. Mathilde, une dernière question avec vous. Vous avez parlé beaucoup de ces données personnelles, de cette notion de confidentialité dans vos métiers. Est-ce que le futur de l'IA générative dans le monde ne va pas connaître, alors pas un coup d'arrêt, parce que ce n'est pas le sujet du jour ni le sujet à l'avenir, mais en tout cas va connaître un petit ralentissement dans son déploiement en raison de mise en place, comme ça a été le cas sur les réseaux sociaux, par des normes européennes, aussi autour de normes éthiques, notamment dans les industries de la création. On n'en a pas parlé ici, Annecy et Le Fief, vous le savez, des industries de l'animation et créative, des industries qui sont très très impactées, et je le sais pour être patron d'une entreprise de production du visuel depuis des années. Ces métiers ont été complètement renouvelés en 8 mois. Est-ce que c'est pas ce petit coup d'arrêt avec ces normes éthiques, notamment parce que c'est peut-être là le premier sujet, avant de parler de la confidentialité, 1, 2, 3, qui va finalement mettre un petit coup d'arrêt au déploiement de l'IA? Oui, enfin, je pense. J'avoue, moi, à titre très personnel, je l'espère aussi, qu'il va y avoir un peu d'encadrement. Et ça, c'est des sujets aussi portés par l'Europe. On a quand même la chance de vivre au sein de l'Europe. C'est sûr que quand on est dans une organisation, les sujets de RGPD, ça nous enquiquine, mais en tant que citoyen, on peut tous quand même se fêter, se satisfaire d'avoir quand même d'évoluer dans un environnement qui prend soin de nos données. Je pense que l'IA, ça doit être le cas. Une étude du BCG montrait qu'en plus, culturellement, selon les sujets traités par l'IA, il y a vraiment de l'opposition ou non. Par exemple, sur les sujets RH, vraiment les sujets RH qui sont les sujets de recrutement, d'égalité des chances, d'inclusion, de non-discrimination, tous ces sujets-là, la matière RH traitée par l'IA, c'est quelque chose qui est vu comme haut risque, notamment en France, c'est-à-dire que les Français ont une crainte beaucoup plus selon les sujets sur lesquels on va mettre de l'IA. Donc moi, sur mes sujets RH, je m'attends, et encore une fois, je trouve ça normal parce que on a parlé, bien sûr, des IA génératives, des chats en entreprise, copilotes. Moi, aujourd'hui, ma crainte, c'est beaucoup plus sur les outils qui, par exemple, recréent les visuels, les voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est là que c'est bluffant. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, chaque personne touche du doigt cette notion d'humanoïde qui nous paraissait quelque chose d'assez futuriste il y a encore quelques temps. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui peut être fait, ce qu'on peut voir sur Internet, qui est totalement faux et recréé, c'est vrai que ça questionne énormément sur les sujets d'éthique et la manière dont on va informer les gens sur ce qui est vrai et faux, surtout quand on passe des messages importants. Et Donc, de propriété moi, également, à qui appartient le visuel? Et de propriété, à qui appartient le visuel généré? Exactement. Et qui finalement, quand on est dans des industries créatives et qu'une phase d'achat se fait, je vous achète en tant qu'entreprise une image ou la réalisation d'une image, l'entreprise de communication fait l'image via de l'IA générative. Est-ce que finalement la valeur créée, par qui elle a été créée et qui en détient également la propriété intellectuelle? De nombreuses questions à ce niveau-là. Ouais, et notamment, je pense que l'obligation de prévenir si c'est réellement humain ou Oui. fabriqué, comme aujourd'hui, par exemple, quand on postule ou quand on fait une action, voilà, on nous dit, voilà, est-ce que vous acceptez, voilà ce qu'on va faire de vos données, oui, non, vous voulez pas, c'est-à-dire vraiment cette notion de responsable, de ne pas faire croire n'importe quoi. Enfin, en tous les cas, j'espère un encadrement sur un certain nombre de sujets. Certainement, ça va mettre un coup d'arrêt, mais encore une fois,
et je pense qu'on partageait tous ensemble ce point de vue, c'est oui, il faut y aller, se précipiter. Attention, moi quand je vois déjà les enjeux aussi de santé mentale aujourd'hui sur le déploiement majeur des outils numériques en entreprise, on s'est dit, bah oui, l'email, les outils numériques, c'est super, on gagne en productivité, tout le monde y va, mais aujourd'hui on mesure aussi non seulement les sujets de sécurité de l'information et des données personnelles, mais sur la santé physique et mentale des gens. Donc on voit bien qu'on ne peut pas tout prédire et que dans 10, 15, 20 ans, on pourra évaluer des conséquences qui seront peut-être pas toutes extrêmement positives. Donc, je pense qu'il faut y aller, mais de façon raisonnée, éclairée, je dirais, et certainement que les textes réglementaires peuvent aussi sécuriser dans certains environnements, ça me semble nécessaire. Je me tourne vers la salle. Avez-vous quelques questions, quelques besoins d'informations complémentaires ou tout simplement quelques remarques On a quelqu'un juste au fond de la salle ici qui souhaiterait s'exprimer, puis ensuite devant, de manière assez courte, puisqu'on arrive déjà au terme de cette matinée avant les conclusions du président de l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Tout d'abord, une première question juste devant, je crois. Voilà, c'était ici, parfait. Merci. Merci. Thomas Zanon, Enedis, c'était pour un témoignage et puis une petite question en rebond. Effectivement, alors nous, chez Enedis, on l'utilise, l'IA générative. Enedis, on exploite le réseau de distribution d'électricité. Et un usage concret, c'est on fait voler des drones sur le réseau aérien, puis on traite les images avec cette intelligence artificielle. Par contre, on a toujours un expert qui va qualifier l'image et qui va valider est-ce qu'il y a un défaut probable, est-ce qu'il y a un besoin de maintenance ou pas. Et donc, on disait comment on réalloue la performance derrière qui est générée, parce qu'effectivement, c'est un gain de temps. Et ben derrière, c'est meilleure décision, meilleur fléchage des investissements, et puis on réalloue les hommes ou les femmes qui ne traitent pas du diag à faire des travaux. Donc ça, c'est un premier point, donc c'est effectivement hyper positif. Après, la question, et c'est un sujet très passionnant, et puis il y a des gens passionnés autour de la table, donc merci à vous. Il y a deux sujets moi, qui posent question quand on écoute les experts. C'est effectivement la prise de décision. Aujourd'hui, on parle que c'est un opérateur ou un expert qui prend la décision. Quand sera-t-il demain ? Et puis quand la décision est prise, il y a la responsabilité derrière de la prise de décision et qui portera cette responsabilité. Donc c'est deux sujets quand on écoute des experts où il y a beaucoup de débats et on parle peut-être de l'Europe qui cadrerait des choses ou pas, ou les États. Sachant que sur la partie éthique, propriété, sur des choses très claires, oui, les États, et je pense qu'au niveau européen, ça sera certainement tout ça encadré. La responsabilité et donc, voilà, de la décision. Entendre nos experts sur le sujet, s'ils avaient un avis. La décision, elle appartiendra à un développeur ou à un patron de développeur ? Oui, moi je répète, l'IA, elle vient augmenter l'humain, donc elle va aider à la prise de décision. Moi, je ne pense pas qu'on puisse encore laisser l'IA décider à 100% de la suite d'un processus. Sur ce point-là, les IA embarquées dans les automobiles autonomes, ce sont des IA. Elles ne sont pas génératives, elles ne produisent pas de texte, elles sont plutôt optimisantes. C'est des IA mécaniques, elles fonctionnent sur le monde réel. Et c'est l'IA qui prend la décision de piloter la voiture de telle ou telle manière. Mais c'est un composant de l'automobile au même titre que le pneu, que les différents éléments. Et il y a toute une bagarre juridique là-dessus sur comment attribuer l'accident provoqué par une défaillance de l'outil électronique. La prise de décision doit être accompagnée à 100% de la capacité d'expliquer la décision, avec clarté. Et il y a des systèmes qui s'y prêtent, il y a des systèmes qui vont être assez compliqués. Aujourd'hui, si on vous refuse un crédit, on doit être en mesure de vous expliquer pourquoi. Donc il y a un besoin de transparence et d'être capable de décoder les règles de gestion qui ont amené à la décision. Ce qui, dans certaines IA, est assez compliqué à faire aujourd'hui. Pour vous donner un autre exemple, on l'a évoqué tout à l'heure avec Parker sur les principes de GNSS qui sont embarqués en aviation. Vous avez par exemple désormais, les pilotes sont formés à l'automatisation des cockpits et donc à vérifier sans cesse si les mécaniques qui sont basées sur des systèmes informatiques et d'IA en fait fonctionnent toujours en temps réel et sont fiables. Ça veut dire que les programmes de formation ont été adaptés. La décision restera quant à elle toujours sur le commandant de bord, typiquement. Même si des erreurs sont faites par les IA génératives. Clairement. D'autres questions ? Je crois qu'il y en avait une ou deux ici. On va prendre les deux questions. Oui. En complément de la première, là,
c'est un sujet sur lequel moi je suis très observateur et attentiste et attentif. C'est justement la responsabilité professionnelle en management. Eh oui. La responsabilité professionnelle en management, parce que ça veut dire que non seulement il faut que j'ai un niveau de compétence de mon équipe qui m'apporte des éléments avec un niveau de fiabilité. Voilà. Et moi, en tant que patron de business unit ou peu importe, je dois m'engager avec ma signature par rapport à une recommandation à mon environnement ou peu importe. Donc cette notion de responsabilité professionnelle, j'aimerais entendre aussi des assureurs autour de la table. On n'a pas d'assureur, en tout cas. Peut-être une question juste derrière, comme ça on prendra les deux réponses en même temps, si vous le voulez bien. Alors, Laurent Joseph, compagnon de cordée, un petit bonjour à Mathilde en direct de nos terres savoyardes. La BRH, salut. Et voilà, c'était la moindre des choses. À propos des pilotes, un film à voir pour tout le monde qui s'appelle Sully, sur la décision Elia. Ça, c'est un deuxième clin d'œil. Je suis intervenu il y a quelques semaines à l'Institut des hautes études de défense nationale à l'école militaire pendant le parcours de l'intelligence économique et stratégique sur la souveraineté du recrutement en France. Mathilde, ça va te parler. La question que j'ai envie de vous poser à tous, c'est finalement, on parle de data, on a parlé un peu d'Amérique, mais on y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le Cloud Act, que j'ai évoqué dans mon intervention, et on a les RGPD, sachant que le Cloud Act se fiche éperdument de les RGPD. Complètement même. Voilà, et que pour faire simple, on a un enjeu de souveraineté qui échappe énormément aux entreprises, qui est, on a 200 plateformes emploi en France, on a 2-3 plateformes américaines, on a des budgets français de sourcing et de recrutement qui sont de plus en plus concentrés. On a un enjeu de data, de pilotage des entreprises, de connaissance des projets stratégiques dans la BITD, pour parler de ces choses-là. Enfin voilà, votre point de vue, c'est qu'au-delà de l'IA, est-ce que l'intelligence humaine ne pourrait pas donner un petit coup de main au recrutement et à la souveraineté du recrutement? Et si sans savoir que ça se passe, ça peut être cool. Merci. Ah ben, tiens, c'est Mathilde qui va répondre, puisque vous l'avez sur les deux questions. Mathilde. Oui, bah alors, déjà sur les deux, moi je comprends que la question de la responsabilité se pose, mais si les humains ne sont plus responsables, nous n'existerons plus. C'est-à-dire qu'on rend le lead à la machine, en fait. C'est-à-dire que c'est bien en gardant notre capacité à être responsable de nos actes par rapport à l'information qu'on va pouvoir traiter ou les tâches que l'IA générative va nous donner, qui pour moi, on s'inscrit bien comme ça ne reste qu'un outil au service des hommes et des femmes, voilà, pour pas subir et garder notre destin en main. Donc moi, je milite pour que la responsabilité reste. On peut pas dire on utilise l'aveuglement et puis si ça marche pas ou si l'information est mauvaise, c'est pas de ma faute. Sinon, je pense que c'est la fin quelque part de l'humanité. Après, sur les sujets de recrutement, alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je pense qu'effectivement, on a un sujet, moi je crois beaucoup à la souveraineté. Je pense que derrière tous ces sujets-là, bien sûr, on sait qu'on doit avancer, on ne doit pas perdre la course, on ne doit pas perdre du retard par rapport à d'autres puissances économiques, mais je pense qu'on a aussi le devoir de porter un message qui est qu'on doit avoir une utilisation responsable pour notre futur. Tous les sujets qu'on évoque là, c'est quand même le sujet de la pérennité de l'espèce humaine. Quand on se projette dans le futur, on voit vraiment différents scénarios. Et derrière ça, c'est souvent des logiques très économiques. Donc en fait, je pense que c'est un vrai sujet de garder la main, d'avoir cette souveraineté-là et aussi voilà, moi je suis très partisan des nouvelles technologies de la transformation, mais pour toujours plus d'humains, et on ne remplacera pas sur tous les sujets l'humain, voilà, alors qui n'est pas parfait non plus, hein. On parle des biais dans l'IA par exemple et le recrutement, bien sûr que les humains aussi ont des biais, mais pour autant je pense que sinon on va oui, il risque d'avoir les fuites de données, de voir les choses s'échapper et de subir en fait le monde qui est en train de s'ouvrir à nous, et notamment par rapport à d'autres zones voilà, géographiques du monde qui n'ont peut-être pas voilà, les mêmes enjeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit défendre collectivement à la maille locale, qu'elle soit régionale, nationale ou européenne. J'aimerais qu'on applaudisse nos 4 intervenants tout d'abord pour la qualité de leurs interventions, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Restez encore avec moi. Restez avec moi quelques instants. Je vais demander à Philippe Gallès de bien vouloir me rejoindre sur scène, puis Olivier également pour compléter cette table ronde pour cette fin de matinée. Philippe, vous êtes président, on le rappelle, de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pouvez-vous, en quelques mots, alors faire une synthèse de tout ce qui a été dit serait peut-être un peu long, mais en tout cas, nous parler, faisons peut-être un chat GPT pour qu'il nous fasse ça en 2 phrases, mais éventuellement sur vos portables. Sur vos portables, il y en a vous pour pouvez 2 secondes. Et peut-être nous rappeler les différents projets sur l'intelligence artificielle portés par l'université et peut-être parler j'imagine, des évolutions à venir. On en a parlé en termes d'enseignement et d'investissement peut-être. Oui, alors, et les universités dans tout ça. Oui. Donc, l'université s'empare de la question de l'intelligence artificielle et de l'IA générative, bien sûr. On a 4 sujets, en fait, dans les universités. On a d'abord le fonctionnement interne, comme toute organisation. Et on a parlé de gains de productivité, de gains de temps pour les salariés de l'université comme pour les salariés des entreprises qui vont utiliser de plus en plus l'IA générative. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc il faut naturellement former. L'université, c'est beaucoup de métiers différents. Et dans beaucoup de ces métiers, l'IA générative peut être un véritable apport pour dégager du temps, pour dégager et pour faire des gains de productivité. Donc ça, c'est un premier sujet. Il faut donc former les personnels, comme il a été dit lors de cette table ronde, former dans les entreprises. Le deuxième sujet, c'est finalement la pédagogie. Flavien et Jean en ont parlé. Il y a là un bouleversement assez important et des méthodes pédagogiques à revoir, à réinventer. En tout cas, tout le monde est en questionnement par rapport à ce sujet-là. Et le département à prendre, le département d'innovation pédagogique de l'université, s'est déjà emparé du sujet et propose des sensibilisations, des formations des enseignants et des enseignants-chercheurs aux évolutions pédagogiques entraînées par l'émergence de l'IA générative. Ça c'est un deuxième champ. Alors le troisième champ qui intéresse plus les entreprises, c'est un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Les métiers, beaucoup de métiers vont être dans l'avenir très impactés par l'IA générative. Alors la question est comment on fait, nous, à l'université, pour préparer nos étudiants et les futurs diplômés à l'utilisation, aux usages de l'IA générative pour que, quand ils arrivent dans les entreprises, bien, ils soient déjà un peu formés. Après, ça dépend naturellement de l'objet de l'entreprise et de ses métiers, mais que les étudiants soient déjà familiers de l'IA générative, de ses usages dans le champ de formation qui les concerne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être dévolu à notre département d'innovation pédagogique. Et puis, c'est aux équipes pédagogiques, naturellement, de voir dans chaque domaine comment l'IA peut être intégrée à la formation, justement pour que les étudiants puissent s'en emparer et en faire bénéficier l'entreprise dans laquelle ils seront embauchés. Et puis, quatrième point, l'université forme, elle doit former davantage. Donc on a vu le rapport Bouvron-Aguillon de la commission d'intelligence artificielle qui est sorti il y a quelques jours. Il y avait eu en amont, il y a 5 ans, le rapport de l'OPIEC qui pointait un certain nombre de retards déjà à l'époque sur l'intelligence artificielle en France, notamment au niveau intermédiaire. Donc, l'université doit former des gens capables de concevoir des solutions d'IA et doit former aussi des gens capables de déployer des solutions d'intelligence artificielle. Donc là, les projets de l'université, il y en a au moins 2 pour le moment, mais
c'est en évolution. D'abord, développer les flux dans la filière ingénieur qui touche à l'intelligence artificielle, dont Flavien fait partie de l'équipe pédagogique, donc informatique, données, usage, notamment par le biais du développement de l'alternance. Donc là, on est en discussion avec la région sur le programme La région des ingénieurs et des techniciens. Et puis, on a aussi un projet avec un consortium d'universités de développement d'un nouveau but en IA, tout simplement. Alors là, c'est une nouvelle spécialité de but à créer en France. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut passer par des commissions, etc. Ça prend du temps. J'espère que ça va vite déboucher et qu'on puisse se mettre au travail sérieusement donc avec les entreprises, naturellement, sur les contenus pédagogiques. Mais derrière, l'idée qu'on a avec ce nouveau but, c'est non seulement de former des cadres intermédiaires donc capables de déployer des solutions d'IA dans les entreprises et naturellement des solutions d'IA adaptées aux différents métiers, mais on veut aussi, avec nos partenaires, réinventer un peu le modèle IUT avec beaucoup de partage interuniversité, de partage d'infrastructures pour faire tout simplement des économies d'échelle. Donc on verra ce que ça donne, mais on a bon espoir de le voir déboucher ce projet très rapidement. Alors juste un dernier mot, ce projet de but en intelligence artificielle a déjà été soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par le Grand Annecy. Et donc, puisque on utilise l'AMI compétences et métiers d'avenir, dans lequel il faut pouvoir justifier de financements complémentaires pour pouvoir être éligible en quelque sorte. Voilà un petit peu les programmes de l'université dans ce domaine-là. Et puis, juste un dernier point, je ne vais pas être trop long. Vous savez peut-être que notre ministère de tutelle met en place ce qu'il appelle des contrats d'objectifs, de moyens et de performance, avec des axes, le pilotage, la recherche, l'innovation, la formation. Et dans le cadre de la formation, tout ce que je viens de dire sur l'IA tient une place vraiment prépondérante. L'objectif, c'est qu'à échéance de 1 ou 2 ans, l'université soit complètement en état de marche pour les 4 volets dont j'ai parlé. Voilà. Merci beaucoup, Président. Peut-être, Olivier, pour refermer cette matinée, peut-être un dernier mot. J'imagine que le club... C'est la clôture de l'Assemblée, là. Voilà, c'est ça. C'est la clôture de l'Assemblée. Et puis j'imagine que sur l'IA, ce qui a été évoqué à l'instant avec l'université, j'imagine que dans les actions qui seront confiées aux équipes de Nicolas, ça va aussi faire partie des actions qui seront menées auprès des entreprises. Question piège, ça. Moi, je ne sais pas. Mais non, déjà, félicitations et merci infiniment, Madame, Messieurs, pour votre intervention. À titre personnel, ma réaction, c'est que ce sujet, il est un peu stressant, en fait. On ne sait pas bien, on ne maîtrise pas. Donc, il y a des doutes, il y a des appréhensions, etc. J'ai été, à titre à la fois professionnel et personnel, très rassuré. Et ce que tu disais, Jean, tout à l'heure, c'est gardons ça comme un outil et utilisons-le à bon escient et gardons bien en tête que l'humain est le plus important et la force décisionnaire finalement ultime et donc n'ayons pas peur et devra la rester, la restera. C'est ce que Mathilde disait aussi, même si on doit sans doute mettre un peu de structure. Pardon, ça c'était le premier point. Le deuxième point, même si on doit, comme le disait Mathilde, sans doute mettre un peu de structure ou d'organisation dans son utilisation, autant en termes de responsabilité que d'autres. Moi, j'ai une vraie croyance, un peu personnelle au niveau du management et du leadership des entreprises. Faisons confiance, lâchons prise. De toute façon, c'est un peu inéluctable, comme beaucoup de choses. Et on a traversé plein de révolutions. On a réussi à s'adapter, à en faire plus des opportunités que des problèmes. Et donc là, de la même manière, faisons confiance aux futurs spécialistes, faisons confiance
Je disais tout à l'heure que moi-même, je ne le maîtrisais pas très bien, donc ça peut faire un peu peur. Mais en fait, soyons dans le lâcher-prise, laissons les uns et les autres se développer, et ça va sans doute créer de la valeur, ça va sans doute nécessiter de la transformation. Et là, ta question, Sébastien, oui, aussi pour le club, ça veut dire... mais c'est ce que fait le club depuis 34 ans maintenant, Oui, c'est 33 ans, se remettre en cause, changer, évoluer. Et en conclusion, c'est pour ça que je suis vraiment ravi qu'on ait un tel niveau de participation aujourd'hui, et sans doute le thème y est pour beaucoup, mais pas que. Et c'est le club qui peut organiser encore ce genre de forum. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'IA générative ou super intelligente qui va le faire et qui va permettre qu'on soit tous ensemble pour une magnifique matinée comme ça. Donc merci infiniment pour votre participation. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, ça sera le mien. Et c'était un vrai plaisir. Donc merci pour votre investissement et votre soutien au Club des entreprises. Merci.